Bonjour tout le monde. Pour ma part, c'est la première fois que je suis venu à intervenir dans ce cadre-là. C'est ma première aussi aux rencontres nationales, donc je suis très heureux d'être là et d'être d'avoir répondu à l'invitation de la CIM dans ce bel endroit qui est la médiathèque de Dunkerque. Donc je m'appelle Mickaël Avignon, je suis co-référent au sein du comité Imagisson de l'association Cible 95. Donc je remets tout ça dans le contexte. L'association Cible 95, elle existe depuis 1987. Donc on a fêté les 35 ans là. C'est l'acronyme de Coopération Inter-Bibliothèque pour la lecture et son expansion en Val d'Oise. Donc à l'origine, qui se concentrait uniquement sur des actions vraiment rapport au livre et qui s'est donc étendue avec le temps. L'association est composée de 6 comités. Et pas seulement le comité Imagesson qui organise le festival, mais également le comité développement durable qui a eu le jour cette année, le comité bande dessinée, le comité littérature et le comité petite enfance. Voilà pour les 4 comités, mais qui eux ne font pas d'événementiel. C'est vraiment des échanges de lecture entre professionnels, des avis qui vont permettre aux uns aux autres de fluidifier les acquisitions dans leurs établissements. Seuls 2 comités ont une dimension événementielle. C'est le comité Conte qui, lui, donc, organise chaque année le Festival du Conte qui a lieu d'octobre à novembre, et des scènes ouvertes aussi aux conteurs, qui permettent aux structures, aux médiathèques, de entre guillemets, faire un petit peu son marché quant à la programmation qui sera faite en cette matière. Et puis le comité Imagesson auquel j'appartiens. Le comité Imagesson, il a vu le jour, lui, au début des années 2000, vers 2005, j'ai plus exactement l'année en tête. Tout au début, on se rencontrait entre professionnels, c'était des échanges, des problématiques par rapport au métier, pareil, des coups de cœur au niveau des acquisitions et autres. Et puis, au bout d'1 an, 2 ans, on s'est dit, bon, concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place de sérieux sur le département. C'était également impulsé, donc l'association Cible 95, donc c'est dans ce cadre-là qu'on se réunissait, nous, au sein du comité Imagesson. Mais la bibliothèque départementale, à l'époque, avait aussi pris part à ce projet. D'ailleurs, c'est un des collègues de la bibliothèque départementale, qui aujourd'hui est parti, qui a essayé de mettre en place ce comité Imagesson au sein de l'association Cible. Donc on a eu une première idée de festival au sein des médiathèques vers 2006-2007. À l'époque, on n'était pas beaucoup, on était 6 ou 7. Et en fait, l'idée, c'était de mettre en commun une programmation autour d'un thème, tout simplement. Alors le premier thème, c'était sur le jazz manouche. Là, aujourd'hui, on est à la 13e édition. Donc on a pu travailler sur la dernière en date, donc c'est les printemps sonores au féminin. On a eu également, si je regarde là, on a travaillé l'année dernière, c'était les printemps sonores, on l'avait appelé On connaît la chanson, donc c'était vraiment consacré cette fois-ci à la chanson française. Voilà, c'est ce que je voulais faire. On a eu une édition. Je vous ai ramené les 4 derniers en gros. Non, celui-là, c'est celui qu'on voit. On a travaillé sur le rock également. Donc ça c'était. Il n'y a pas la date. Ah oui. Je ne vous ai pas donné les derniers BAT, on avait fait corriger pour ajouter l'année. Désolé. Voilà, c'était en 2019, me semble-t-il. Et qu'est-ce que je vous ai ramené d'autre? Celui-là. Voilà, et là on avait travaillé sur le thème de la Méditerranée. On avait également abordé précédemment l'Inde, l'Afrique subsaharienne, la Louisiane. Qu'est-ce qu'on a sur quoi on a travaillé aussi, les Caraïbes. Donc chaque année, on décide, au cours des réunions, des quelques réunions qui se tiennent donc
où le comité se réunit, 3 à 4 à l'année, pas plus. On décide des thèmes qui sont validés après en conseil d'administration par l'association. Et l'association, elle intervient aussi en partie financièrement. C'est-à-dire que à chaque saison, donc au printemps, de mars à juin, on programme une journée d'études. Donc une conférence, mais XXL, donc du matin jusqu'à 17h, donc dans une des médiathèques associées à ce projet. Pour la Méditerranée, on avait reçu le journaliste François Bensignor, peut-être que vous connaissez, hein, c'est un vieux de la vieille, François Bensignor. On a travaillé aussi sur les musiques électroniques, donc là on avait reçu Guillaume Cosmiki, aussi brillant musicologue et auteur. On a reçu sur la chanson française Bertrand Dical, normal. Et avec qui d'autre on a eu l'occasion, d'inviter aujourd'hui aussi, je sais plus. J'ai plus son nom sur les musiques africaines. Bref. Bono Bloom aussi également est venu. Donc on essaye. Comment ? Florent Mazzoleni. Merci. Je cherchais son nom. Florent Mazzoleni également. Il n'était pas intervenu sur les musiques d'ailleurs africaines, mais sur la Louisiane. Un sujet qu'il maîtrise également. Donc à chaque fois, c'est l'association Cible 95 qui prend en charge cette journée d'études, dont le montant est complètement variable. Et on profite du conseil départemental pour gagner en visibilité, puisque cette journée d'études figure au programme des formations qui sont proposées chaque année par la bibliothèque départementale du Val d'Oise, qui est communiquée courant septembre, hein, et auquel les professionnels s'inscrivent. Donc il y a ça, et puis il y a le concert d'ouverture aussi. Il y a un concert d'ouverture, un concert de clôture. En général, le concert d'ouverture, au début, on était, dans les premières années du festival, vraiment, tous les spectacles qui avaient lieu se tenaient vraiment en médiathèque. Et pour donner plus de visibilité à nos actions, on a associé aussi des SMAC, donc des scènes de musique actuelle, juste pour le concert d'ouverture, leur permettant ainsi de gagner en visibilité, puisque ce programme papier paraît en 4000 exemplaires et distribué dans tout le département. Et puis nous, de donner vraiment un vrai lancement au festival avec un concert qu'aucune structure aurait pu financièrement se permettre, aussi bien financièrement mais aussi techniquement, puisque souvent on a eu pour la chanson française, c'est des Fatal Picard qui avaient fait l'ouverture du festival. Cette année, on a eu Ida Nelson, c'était avant-hier le concert, donc c'était à la cave d'Argenteuil. Ida Nelson, c'est la bassiste de Prince, c'est la dernière bassiste de Prince, énorme. Donc voilà, on essaye d'associer une salle pour le concert d'ouverture, et la clôture en général se fait souvent au même endroit, c'est le collègue de la médiathèque de Taverny qui est plutôt bien équipé avec un petit auditorium et d'autres. Et Cible 95 prend aussi en charge la location du matériel. Voilà. Donc elle intervient financièrement, mais la grosse partie de la programmation, hein, là je ne sais pas combien on a d'événements, près de 25 peut-être. Hein. Je vous en prie, excusez-moi, je vais chercher le jeu. Je vous en prie. Près de 25 événements sont bien sûr pris en charge par les structures respectives. Donc il y a des structures plutôt modestes qui ne disposent pas d'un budget prestation qui est très très élevé, mais qui, comme les autres, hein, peuvent y participer. Chacun également veille à sa propre programmation en toute liberté, mais au regard du thème bien sûr qui est abordé. Voilà. Donc on essaye lors des réunions de commencer à voir un petit peu ce vers quoi se dirigent les collègues, de façon à... Lorsqu'on a travaillé par exemple sur la Méditerranée, donc c'était un sujet qui était si vaste qu'il aurait été dommage que tout le monde programme des concerts de flamenco ou autre. Donc il y a vraiment donc l'Italie, l'Algérie, le Maroc, différents pays qui ont été représentés de façon à représenter vraiment un panel plus exhaustif. Et donc voilà, c'est aussi à ça que servent les quelques réunions que nous avons. Et donc ça fait aujourd'hui, c'est la 13e année, là, le festival, donc cette année
au regard du thème, a démarré un petit peu plus tôt que prévu. Donc on commence le 8 mars pour la journée internationale du droit de la femme, avec du droit des femmes, pardon, avec des intervenants qui, sur le thème de la musique intersexe qui abordait en fait la petite place réservée aux femmes dans le monde du spectacle. Plutôt les techniciennes d'ailleurs. C'était sur ce prisme-là qu'était abordée la conférence. Il y avait déjà un volet qui avait été fait sur les artistes elles-mêmes. Et puis donc ça se poursuit jusqu'à fin juin. Et l'idée, avec le temps, c'est plutôt de... Alors je sais bien qu'aujourd'hui, bon, c'est la CIM, c'est professionnel de la création musicale. Le festival a quand même pris une dimension autre, puisqu'on s'intéresse pas seulement à la musique et pas seulement au concert, ça reste bien sûr notre chef de bataille, hein, quoi qu'il en soit. Mais si vous regardez après dans les rubriques à suivre, on a bien sûr des conférences qui portent sur la musique, là. Mais là cette année, ouais, on a encore Guillaume Kesmiki qui vient le 23. Mais c'était l'occasion de programmer aussi d'autres artistes. Je pensais à une conférence sur les femmes peintres, les femmes oubliées, puisque ça pouvait se prêter au sujet, vu qu'on travaillait sur le thème au féminin, donc qui est relativement rare, pour aborder aussi les autres disciplines artistiques, lorsque cela est possible. Forcément, sur des thèmes comme la chanson française, c'est plus difficile, puisqu'on parle proprement dit de chansons. Mais là, sur le thème au féminin, on avait cette possibilité donc d'ouvrir le festival aussi à l'art en question, avec un grand A. On a aussi quelques conteuses, et puis 8 femmes au théâtre qui sera rejoué chez les collègues. Et puis des expos et autres sur les qui mettent en exergue les femmes dans le contexte musical. Donc l'idée c'était de donner une dimension peut-être plus large, pas seulement musicale, à ce festival qui reste à 80-90% fait de concerts, quoi qu'il en soit. Voilà, donc c'est un travail difficile. Hein. Je vais peut-être laisser la parole à ma collègue. Après, je pourrai revenir sur d'autres choses, puisque... D'accord. Je peux enlever la clé ou pas Tu peux ressortir si tu veux. Parce que je crois que c'est soit l'un soit l'autre. Ah bon? Ouais. C'est ce que l'informaticienne disait. Non? Je vais essayer de le brancher. C'est parti. On va s'essayer aux joies de la technologie. Je me suis compliqué la tâche. Hop là. Alors, je me présente, je suis Marie-Lucille et je suis chargée de projet chez Dynamo. On est donc une association basée à Lille. Et ça fait 10 ans maintenant qu'on organise le festival Live entre les livres. Donc Dynamo, pour vous expliquer ce que c'est. Donc on est une association qui a été créée il y a 20 ans. On va fêter nos 20 ans l'année prochaine, mais on peut déjà dire que ça a 20 ans. Où en fait on a commencé à gérer l'antenne territoriale des Inuits du Printemps de Bourges. Donc en fait on s'occupe de tout ce qui est repérage des groupes en voie de professionnalisation de groupes musicaux sur le territoire du Nord et du Pas-de-Calais. Les régions n'ont pas fusionné et on a la Lune des Pirates qui fait ce même travail pour nous à Amiens, pour les Inuits à Amiens, pour le côté Picardie. Et en fait, nous, ça nous permettait de sélectionner des groupes qui pouvaient potentiellement aller jouer au Printemps de Bourges par la suite et être présentés du coup aux professionnels à Bourges et donc trouver un entourage et puis espérer sortir de la région par la suite. Et alors, nous, on avait cette activité-là à la base et il y a 10 ans, en discutant avec la médiathèque départementale du Nord, avec Pascal Lénial d'ailleurs qui est présente sur ces 2 jours, on a discuté, il y avait un constat qui était que les CD avaient du mal à sortir des médiathèques et qu'il fallait trouver un moyen d'amener la musique autrement finalement du coup auprès des usagers. Et c'est comme ça un peu qu'est né Live entre les livres, où on a décidé de proposer aux artistes qui étaient présélectionnés, à tous ceux qui étaient présélectionnés, pas forcément celui qui va jouer à Bourges, mais tous ceux avec qui on travaille en amont et sur l'année,
de participer et d'aller jouer dans les médiathèques du Nord à la base. Donc on a commencé avec un groupe et 3 événements dans 3 médiathèques du Nord. Et puis ça a plutôt bien pris puisque en 2017 on était à une 50aine d'événements dans les médiathèques et bibliothèques du Nord. En 2018 on a commencé à être approché par la médiathèque départementale du Pas-de-Calais. Du coup on est allé également dans le Pas-de-Calais. En 2019 on est allé dans la Somme et depuis 2021 on va dans l'Aisne. Donc aujourd'hui, Live entre les livres, c'est environ 150 événements sur l'année dans les bibliothèques donc, de ces 4 départements. Donc on décompose l'année par territoire. Donc une édition est toujours lancée par le département du Nord, qui est le département historique. Donc ça a lieu de septembre à décembre. L'année d'après, de février à avril, on est présent dans le Pas-de-Calais. De mai à juin dans l'Aisne et en juin et en juillet dans la Somme. Donc tout ça, c'est né Alors nous, on contacte les médiathèques, on a l'aide de la médiathèque départementale qui nous permet aussi une mise en relation avec les médiathèques qui seraient intéressées et motivées pour accueillir le projet, à vos souhaits. Et on a aussi le bouche à oreille en fait, parce qu'il y a beaucoup de médiathèques qui se parlent sur les territoires et c'est très bien. Et du coup, on a la chance de ne pas avoir on n'a pas ce côté démarchage commercial du tout, c'est les médiathèques qui nous contactent. Alors j'ai la petite carte. Hop. La petite carte ici, alors du coup je ne peux pas zoomer plus, mais du coup chaque département a une couleur et donc ça c'est la 9e édition qui a eu lieu donc en 2021-2022 et là donc j'ai pas encore la carte définitive puisque on est encore en train de programmer dans la Somme et dans l'Aisne. Mais voilà un peu l'ampleur qu'a pris le festival et donc sur le fonctionnement. Nous maintenant on propose un dossier de programmation qui reprend les propositions artistiques qu'on fait. Donc il y a des concerts bien sûr, il y a des formes un peu hybrides, on a fait des lectures en musique, on a proposé des temps forts autour d'instruments. Là on a un temps fort autour du ukulélé par exemple qui est décomposé et en atelier et en concert avec aussi un petit bout de conférence, enfin voilà, un temps fort de 3 heures. On propose également des ateliers toujours autour de la pratique musicale, mais pas que. On commence à avoir aussi des ateliers sur de l'écriture musicale avec des journalistes musicaux de la région. Et il y a aussi des rencontres et des conférences, toujours sur le thème des musiques actuelles, puisque donc, c'est notre domaine, donc on reste là-dedans. Et donc on remet tout ça dans un dossier de programmation qu'on propose aux médiathèques et c'est les médiathèques qui choisissent ce qu'elles ont envie d'accueillir dans leur lieu selon différents critères. Donc elles choisissent ce qu'elles ont envie d'accueillir mais aussi quand elles ont envie d'accueillir puisque vous avez du coup l'expertise de vos territoires, de vos usagers, de ce qui va plaire ou pas plaire. Est-ce que vous souhaitez faire ça pendant les horaires d'ouverture? Est-ce qu'on réouvre un petit peu la médiathèque un vendredi soir pour organiser le concert? Voilà, tout ça, on le fait vraiment en coopération. Il y a du coup, donc il y a toutes ces propositions et il y a aussi un tarif puisque bien sûr tout le monde est rémunéré sur le projet. Alors on a la chance d'avoir d'avoir de l'aide. On va dire beaucoup, on pourrait faire plus si on avait plus, mais on a de l'aide des départements qui nous aident sur ce projet, donc ça nous permet de pouvoir appliquer une politique tarifaire assez basse. Mais on tient à ce que tous les intermittents avec qui on travaille soient rémunérés correctement. Voilà, donc en gros, dans le tarif qu'on propose, qui sont en général, pour être transparente, on est entre 500 et 1500 euros, pas plus. Il y a toujours le salaire des artistes et intervenants, une partie des frais de coordination du festival, une partie des frais de communication parce qu'on édite aussi toute la communication, on fait des programmes sous forme de marque-page qu'on donne aux médiathèques pour faire la médiation après dans leur lieu. On a des affiches, on a un site internet qui s'appelle liveentrelesLivres.fr et on s'occupe aussi de créer tous les événements Facebook qu'on donne ensuite aux médiathèques pour qu'elles puissent prendre le relais. Encore une fois, ça, c'est les équipes en place qui sont plus à même de le faire. Donc voilà, on crée tout pour avoir une homogénéité visuelle, mais ensuite c'est à chacun de communiquer autour de l'événement.
Donc il y a ça, et il y a aussi une partie du coup technique, puisque les événements qu'on met en place sont clés en main. C'est-à-dire qu'on arrive avec une petite sono dans les rayonnages d'ailleurs. On refuse les auditoriums, on aime bouger un petit peu les rayonnages quand c'est possible et se mettre vraiment au cœur de la médiathèque. Et donc on vient avec le système son adéquat, on en a 2 qui sont très bien et dont on sait se servir. Et puis du coup voilà, on demande juste des prises et un espace disponible. On a aussi un volet formation auprès des équipes qui nous accueillent, puisqu'on les accompagne donc, sur la gestion de la programmation, sur le comment. Alors comment on programme, on essaye de leur dire de faire attention aux médiathèques alentours, de discuter justement des programmations pour éviter de programmer 2 fois le même artiste sur 2 semaines dans 2 villages qui se touchent. Nous, on fait attention aussi en amont, et on a des fois des relais qui interviennent, comme les communautés de communes qui ont des réseaux de lecture publique qui s'occupent de centraliser un peu les demandes et justement d'avoir une programmation homogène sur le territoire. On les accompagne également sur comment on accueille un événement. Il y a tout ce qui est la partie welcome, donc on leur demande de fournir des petits cafés, des petits gâteaux pour l'arrivée des artistes. Quand c'est nécessaire, on demande à ce que les repas soient fournis et qu'on mange tous ensemble. Ça fait aussi partie de l'aspect convivial du projet, et voilà, des artistes qui font de la route pour venir jouer, c'est normal de leur offrir le repas, le couvert. Et puis on accompagne aussi sur la déclaration, tout événement musical doit être déclaré à la SACEM, et du coup nous on accompagne aussi les équipes là-dessus. Des fois ça fait peur, et en fait ça se passe toujours très bien, et donc on fait le relais là-dessus aussi. Donc voilà, en tout cas, on essaye de faire en sorte que le festival se passe le plus facilement, que ce soit plus facile pour tout le monde, que ce soit plus agréable pour tout le monde. On ne force personne à participer, ni les équipes des médiathèques, ni les artistes avec qui on travaille. C'est un projet qu'on leur propose, mais si les artistes ne sont pas à l'aise avec le fait d'avoir un public qui est très proche, très direct, et dont on voit les visages, et ben on ne les force pas et on ne leur propose pas le projet. Donc voilà comment on essaye de simplifier au maximum. Et je vais vous passer juste une vidéo qui, je pense, va compléter ce que je dis, reprendre un peu les objectifs. Et il y a différents partenaires. Il y a tout d'abord le côté financeur du festival, avec donc des interventions de médiathèques départementales. Il y a aussi le réseau de lecture publique de la PVL Carambeau qui intervient aussi pour expliquer les objectifs et eux les raisons pour lesquelles ils choisissent de participer. Et je crois qu'il y a également donc ma directrice Camille et des artistes qui témoignent. Je vous passe ça. Je vais pas mettre trop fort. Opportunité pour le territoire de pouvoir aussi donner la chance c'est moi. Pardon, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Allez. Le festival Live entre les deux, c'est une réelle opportunité pour le territoire, étant donné qu'on n'a pas forcément de salle de spectacle en PVL Carambeau. La médiathèque n'est pas forcément cet endroit silencieux dans lequel on doit respecter un silence absolu, mais c'est un lieu d'expression artistique, et je pense que la musique actuelle en est vraiment une très belle incarnation. La médiathèque est là justement pour pouvoir transmettre l'ensemble des musiques de tout genre, hein, que le public, nos usagers, puissent découvrir des artistes. Et nous, ça nous permet surtout de faire se rencontrer les groupes régionaux avec le public régional. Et aussi, ce qui est hyper important pour nous, c'est de pouvoir sortir des villes et d'aller dans les territoires. C'est une découverte en fait. On a des usagers du public qui ne fréquentent pas du tout les salles de spectacle. Et du coup, c'est pouvoir aussi leur donner la chance de pouvoir échanger aussi avec des artistes, de pouvoir les voir un petit peu en live. C'est vraiment une mission de service public en fait à ce moment-là.
de profiter de ces lieux, du coup de pouvoir présenter les artistes régionaux aux gens en fait. Donc voilà à peu près ce qui est live entre les livres. Et ça me permet de rebondir sur ce qu'a dit Marjorie pendant cette petite vidéo. Le festival favorise la circulation des artistes, bien sûr, en région, mais aussi la circulation des publics, puisque un public peut suivre le festival dans les différentes médiathèques et donc découvrir plusieurs équipements qu'il y a autour de chez lui, et du coup découvrir plusieurs collections aussi, même pour des médiathèques qui travaillent en réseau ou non d'ailleurs. Mais du coup ça permet ceci, et ça permet aussi de faire découvrir l'équipement, parce que le public il va soit venir sur un concert parce qu'il connaît le groupe ou qu'il a vu qu'il y avait un concert et donc il va entrer dans le lieu en découvrant le lieu, mais on a aussi le public qui connaît déjà le lieu mais qui vient parce qu'il connaît le lieu et qui va venir découvrir un concert. Et ça c'est plutôt intéressant aussi, ça peut être une porte d'entrée pour faire découvrir les équipements, les beaux équipements que sont les médiathèques, quoi. Voilà un petit peu pour ce qui est live entre les livres. Vous travaillez avec combien de groupes et artistes? À l'année, on en propose une dizaine. On a une dizaine d'artistes différents. On essaye d'avoir dans nos propositions toutes les esthétiques représentées. Donc de la chanson au rap. Là, pour la prochaine édition, on a un groupe de métal qui a choisi de travailler un set exprès pour le live entre les livres. Pour les artistes, c'est aussi des fois le moyen de revenir à la base de leur chanson, de voir comment ils ont envie de l'adapter pour le lieu, l'endroit, le public et la technique en place, parce que c'est quand même plus léger qu'en concert, qu'en salle de concert. Donc on essaie d'avoir toutes les esthétiques, mais aussi tous les types de groupes, enfin, on va du solo jusqu'au groupe à 5, à 6, parce que ça permet aussi d'être dans une fourchette de prix abordable pour tous finalement, parce que plus il y a d'artistes à payer, plus les tarifs sont hauts, donc c'est important aussi pour nous d'aller chercher le petit guitare-voix ou le petit piano-voix du moment qui est chouette et qui a envie de faire le projet, quoi. Donc ça tourne d'année en année, les 10 artistes de cette année, il peut en rester peut-être que 2 ou 3 l'année suivante. On change tout. Les concerts, on change tout, les ateliers, pas forcément, et les conférences non plus, c'est plus difficile à remettre à jour, mais tous les ans, il y a au moins 1 ou 2 nouveaux ateliers, parce que c'est force de rencontre aussi et d'envie, et des fois, c'est des artistes avec qui on a déjà travaillé qui vont proposer des ateliers par la suite, parce qu'un artiste, pour être intermittent du spectacle, il ne peut pas faire que des concerts, enfin pas à ce stade-là en tout cas. Il faut qu'il fasse d'autres choses, et du coup, il y a des fois ces envies-là de monter des ateliers. Il nous est déjà arrivé de monter des ateliers à la demande d'une médiathèque aussi. On avait monté il y a quelques années de ça un atelier qui s'appelait Les Petits Tubes sur la création d'une chanson en 3 heures pour des enfants. Et donc avec un des artistes de la région, on savait que ça allait le faire, on lui en a parlé, et donc Aurélien a été ravi de le proposer. Et on l'a proposé pendant 5 ans, je pense. Et pendant 5 ans, il a été programmé, donc c'est que ça a fonctionné. Et puis les médiathèques, on en a de nouvelles d'année en année, et puis d'autres qui vont participer 1 année sur 2, d'autres qui sont là depuis 10 ans. C'est le moment où je dis bonjour Ibrahim, la médiathèque de Villeneuve-d'Ascq avec qui on travaille depuis le tout début. Mais voilà, du coup, ça, même si on renouvelle pas forcément tous les ateliers, il y en a qui trouvent toujours leur compte d'année en année, quoi. Mais, donc ça veut dire qu'il y a quand même une écoute toute l'année, vous recevez des démos et autres. Grâce aux Inouïs du Printemps de Bourges, on a une sorte de carte tous les ans des groupes de ce qui existe dans le Nord, dans le Pas-de-Calais. On travaille en lien avec la Lune des Pirates, qui est donc l'antenne des Inouïs pour la Picardie. On travaille avec eux aussi pour essayer de proposer des artistes du versant sud de notre région. Donc on a des artistes qui viennent de la Somme, qui viennent de l'Aisne, qui viennent de l'Oise aussi, même si on n'y va pas encore, mais c'est important aussi pour nous d'avoir des artistes qui viennent de partout. Mais dans la région pour l'instant. Et en dehors des artistes qui sont entre guillemets labellisés Inouïs, vous avez un travail de prospection aussi peut-être sur... Ouais.
Voilà, pour c'est- essayer d'élargir votre offre. C'est Ouais. ça. Alors, sur les Inouïs, c'est les artistes qui vont candidater. Donc, Ouais, du c'est coup, ça. Ouais. on a déjà cette visibilité-là. Dans le process, on a quand même les groupes qui viennent à nous pour se présenter. Maintenant, ils savent que Live entre les livres, c'est un peu lié. Donc, même des gens qui n'espèrent pas forcément aller jouer au Printemps de Bourges candidatent parce que ça leur donne une visibilité, une écoute aussi chez nous. Et puis après, oui, on parle aussi avec d'autres structures de la région qui ont des groupes accompagnés. On est dans un dispositif qui s'appelle Hello Music, qui est un dispositif d'accompagnement d'artistes métropolitains, donc dans la MEL, la métropole européenne de Lille. Et c'est 5 structures, donc c'est 5 salles de concert qui accompagnent tous les ans un artiste chacun. Et donc nous, on s'engage aussi à leur proposer au moins une date dans le cadre de Live entre les livres, voire de les présenter à la programmation au même titre que d'autres groupes qui sont eux présélectionnés aux Inouïs. Enfin voilà, on construit vraiment notre programmation en coopération et à l'écoute en tout cas des autres structures de la région pour pouvoir avoir un peu de tout. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres participants qui ont ce type d'expérience. Moi, je vais parler de ce qu'on fait sur la métropole de Lyon, qui du coup n'est pas partie d'une structure constituée qui organise un événement, mais plutôt d'initiative de chaque bibliothèque, où on a décidé du coup de se rassembler. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte il y a maintenant une dizaine d'années que, alors déjà sur le réseau lyonnais, mais également sur d'autres collectivités alentours, comme Villeurbanne, Rieux, Fézin, etc., qu'on organisait tous des concerts d'artistes locaux émergents. Et on s'est dit, c'est un petit peu bête de chacun faire notre truc de notre côté, donc on a décidé de se rassembler de façon complètement informelle au début, pour se dire, on va essayer de concentrer ces propositions de concerts sur un temps plus resserré, c'est-à-dire un mois, et on va essayer de faire une communication commune, en se débrouillant tout seul, en allant chercher des financements comme on a fait, en fait on est financé par le Crédit Mutuel. Donc ça s'appelle Ampli maintenant, c'est un festival qui s'appelle Ampli qui a déjà eu 8 éditions et chaque bibliothèque effectivement programme le groupe qui veut, des artistes locaux, nous exclusivement, des concerts gratuits exclusivement et en fait on met en commun la communication. Après on a créé un blog qui s'appelle aussi Ampli pour documenter toute la scène locale. Et petit à petit, en fait, le festival s'est installé et aujourd'hui, on est à 34 ou 35 bibliothèques participantes sur la métropole lyonnaise et une quarantaine de concerts. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait des structures qui étaient intéressées par ce qu'on faisait parce qu'ils avaient, comme Dynamo, aussi des programmes d'accompagnement à la professionnalisation d'artistes émergents. Et par exemple, on a donc un de ces programmes qui s'appelle le Ninkasi Music Lab, qui est lié à la salle qui s'appelle le Ninkasi KO. Et par exemple, le Ninkasi paye le cachet d'un artiste qui va jouer dans une bibliothèque, souvent petite, qui n'a pas le budget ou le financement pour payer des cachets. Et en fait, année après année, ça prend vraiment en termes de public, c'est devenu quelque chose d'identifié. Mais c'est surtout pour dire que ça ne repose pas forcément sur une structure déjà constituée. Maintenant, Ampli est une association. Mais à l'origine, ça ne l'était pas. C'était vraiment un groupe complètement informel de bibliothécaires, différentes bibliothèques qui avaient décidé juste de se parler. Et c'est intéressant aussi le fait de... alors c'est bien de payer les artistes, nous on prône... on ne travaille pas sans ça, c'est normal, c'est leur travail. Il y a différents moyens, du coup, nous, sur les montages qui sont faits pour accueillir le festival. On a bien sûr des médiathèques qui prennent ça sur leur budget, sur le budget municipal, mais on en a aussi beaucoup qui travaillent avec d'autres structures. On a notamment le cas à Saint-Quentin, dans l'Oise, où c'est la salle de concert, alors qui prend en charge, oui, pour la médiathèque. À Liévin, c'est pareil, c'est le centre culturel qui prend en charge pour la médiathèque qui est juste à côté. Il y a des fois les réseaux de lecture publique qui vont prendre en charge aussi. Là, on a le cas dans le Pas-de-Calais où c'est toute la communauté d'agglo qui a décidé de faire une action un peu ciblée sur le territoire, pareil, sur un temps un peu restreint et qui du coup fait le levier entre nous et les médiathèques du territoire. Il y a aussi
Enfin, il y a des structures, mais il y a aussi des associations. On travaille avec les Nuits Secrètes aussi, du côté d'Aulnoy-Emery, qui ont un festival et qui nous permettent d'aller à la rencontre des médiathèques autour de Maubeuge, qui sont un peu plus loin pour nous à aller découvrir comme ça de notre plein gré. Mais en tout cas, voilà, sur le montage, même si le budget n'est pas là dans un premier temps, il y a peut-être des fois d'autres manières d'aller chercher des compétences, de la technique, parce que voilà, non, nous c'est fourni, mais en tout cas pour monter des choses, en général, la coopération c'est toujours une bonne idée. Nous on n'a pas de lieu de diffusion et c'est comme ça qu'on fonctionne depuis 20 ans. Et c'est uniquement en travaillant avec d'autres structures et d'autres personnes. Les formats sont très variables selon les bibliothèques. Il y a des fois c'est du 100% acoustique au milieu des livres. Ouais. D'autres fois c'est des bibliothèques qui ont et le dispositif technique et les locaux qui font des concerts plus importants. C'est aussi systématiquement, il y a un cachet. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au bout de certain nombre d'années, on est très bien identifié par les artistes. Et en fait, on a beaucoup de propositions d'artistes qui veulent jouer dans ce cadre-là, même si on fait des concerts à d'autres moments de l'année. Ils ont identifié le festival, parce qu'ils apprécient aussi beaucoup les concerts en bibliothèque, parce qu'il y a souvent, c'est des artistes émergents. Donc ils apprécient l'attention qu'il peut y avoir du public, parce que quand ils jouent dans des bars, la moitié du public continue à faire sa vie, à discuter et à boire des bières. Et donc ils apprécient beaucoup cette expérience aussi de concert en bibliothèque, avec, comme tu disais, parfois une adaptation de leur set, qui leur ouvre aussi d'autres perspectives en termes de programmation, sur des lieux plus intimistes, ce genre de choses. C'est vrai que le public en médiathèque, il va applaudir à la fin de la dernière note de la chanson. Il est très attentif, très à l'écoute. Ça donne vraiment des moments suspendus à chaque fois. C'est plutôt agréable, mais ça peut être aussi assez désarmant, je pense, pour un artiste. Nous, on fait toujours un petit mot avant le concert, et rien que ça m'angoisse des fois un peu. Donc voilà, c'est pas un exercice facile. Vous êtes nombreux à travailler pour l'association Dynamique ? On est deux. On est deux permanentes. Du coup, ma directrice et moi. Et puis, Et on embauche, on arrive à se faire aider maintenant en prenant des personnes en stage. On a Dorian qui est là, qui est en stage en ce moment avec nous. On a des fois des renforts en CDD. Vous employez des techniciens. C'est ça. Voilà, pas systématiquement, mais sur des formes où soit on a envie d'être un peu plus libéré parce que ça fait beaucoup d'activités. Donc pour gérer uniquement la communication et la médiation sur place, on a embauché un technicien. Ou quand le projet... Typiquement, là, le groupe de métal, on prendra peut-être un technicien parce qu'ils seront plus à l'aise et nous aussi. Donc, c'est pas obligatoire, mais en tout cas, oui, on essaye de s'entourer pour que ce soit fait comme il le faut, parce qu'on n'est pas surhumaine et que du coup, il faut savoir s'entourer. Et c'est vrai que l'aspect technique est très important. Ouais. Donc, pour remplir, l'étape suivante, c'est de réfléchir même à acheter du matériel pour l'association, pour donner un coup de main aux structures qui ne sont pas du tout équipement et qui ont choisi un artiste où il y avait un besoin technique. Et c'est pas si sorcier non plus de brancher un système son et du coup oui, ça peut aider. Nous c'est l'atout c'est le fait que ce soit clé en main et on ne fait pas peur quand on arrive parce que du coup on a besoin de rien et ça fonctionne, donc voilà. Les concerts, c'est des formats courts on est sur des formats 35 à 45 minutes. Ouais. On est sur de la découverte quand même, donc c'est 35 à 45 minutes. Et en général, les groupes avec qui on travaille sont habitués à faire des formats showcase présentés aux professionnels. Et du coup, en général, c'est 30 minutes déjà à la base. Donc nous, on leur demande de faire un peu plus. Après, ça dépend, il y a des groupes qui sont plus ou moins jeunes aussi. Il y a des groupes qui choisissent de mettre aussi des reprises, 1 ou 2 reprises dans leur set, et du coup ça permet de l'étoffer un petit peu, mais on n'a pas d'obligation, mais en général on est entre 35 et 45 minutes. Ouais. Et on demande toujours aussi à ce qu'il y ait un petit pot prévu aussi après le concert pour favoriser les échanges. Ça permet aussi d'avoir une source de revenus supplémentaire pour les artistes qui ont du merch, qui ont des CD, des t-shirts. Le public est assez friand de ça, de repartir aussi avec la petite photo. Je me souviens du maire de Pécancourt qui a couru après l'artiste rap pour avoir une photo avec lui.
on s'y serait pas attendu, mais ça s'est passé comme ça et c'était chouette. Et je pense que le public, oui, est là pour repartir avec le souvenir du moment vécu dans la médiathèque, quoi. En fait, je pense que tous les formats sont possibles. Ça dépend vraiment du lieu, de la structure. Par exemple, nous, à Lyon, on est une très grosse structure, mais on a énormément de mal à faire venir des gens pour des concerts dans l'auditorium, etc. Donc on fait que des formats d'une demi-heure dans un espace de circulation le samedi après-midi au pic de fréquentation de la bibliothèque. Parce que sur le nom de l'artiste, on ferait venir 3 personnes sinon. Et on se retrouve entre 70, 80, 90 personnes qui s'arrêtent volontiers parce qu'ils ne viennent pas pour ça, mais ils sont à la bibliothèque à ce moment-là. Et il y a d'autres bibliothèques qui font des vrais concerts d'1h30. Donc c'est vraiment selon sa structure, selon le public qu'on a, selon comment on est identifié aussi pour proposer des concerts ou pas. Nous, la chance qu'on a, c'est de travailler et en milieu urbain et en milieu rural. Et en milieu rural, il nous arrive de réouvrir du coup les médiathèques le vendredi soir avec un concert qui dure 30 à 35 minutes ou 35 à 45 minutes. Mais du coup, ça devient le rendez-vous du village, quoi, parce que la médiathèque, finalement, on se rend compte que la médiathèque, selon les villes dans lesquelles on va, a un rôle complètement différent. Dans une ville où il n'y a pas de salle à proximité et où peut-être il y a un café, la médiathèque, c'est le lieu de rencontre de la ville. Et du coup, ils ne vont pas louper ça parce que c'est un peu aussi leur fête des voisins, c'est l'événement du mois. Et du coup, tout le monde est là. Et c'est, voilà. Et finalement, là, Entre Livres, c'est un prétexte pour réunir les gens. Et c'est trop bien en général, voilà, ça plaît, le groupe plaît et tout le monde repart avec un bon moment, a vécu un bon moment, a rencontré ses voisins et puis voilà, quoi. On a souvent plus de public d'ailleurs en milieu, sauf dans certaines, mais parce que c'est un rendez-vous aussi maintenant à Villeneuve d'Ascq, ça fait 10 ans que c'est pendant la nuit des bibliothèques et du coup la date elle est marquée, c'est comme ça, mais on a plus de facilité maintenant à travailler en zone rurale parce que le bouche à oreille se fait mieux, la communication se fait mieux, les médiathèques connaissent mieux leur public aussi. Parce que voilà, c'est tous des habitués, il y en a peut-être un peu moins, il y a aussi moins de propositions autour, donc c'est plus facile de mobiliser les gens. Et je ne l'ai pas dit, je pense, tout à l'heure, mais c'est que des événements gratuits, donc en plus de ça, pour le public, c'est tout bénef. Et les BDP, donc notamment celle du Nord, oui. Leur rôle en fait, avec l'évolution du projet, est-ce que les bibliothèques des réseaux au début, ça a été mis en relation par la BDP qui a son réseau. Est-ce que après c'est en autonomie et puis quel rôle elle joue dans la médiathèque alors elles ont tout un peu leur rôle, quoique non, sur les 4 départements elles ont toutes commencé de la même manière, c'est qu'elles vont nous aider à cibler des médiathèques qui ont besoin de ce genre d'initiative. Dans le Nord, on en ciblait une qui déposait un projet. C'est elles envoyaient un peu une lettre de motivation avec le projet qu'elles avaient envie de mener. Et puis, c'est la médiathèque qui choisissait qui allait pouvoir bénéficier de leur aide. Et donc, la médiathèque départementale prenait en charge pour eux le coût artistique. Et la médiathèque n'avait plus qu'à prendre en charge les repas et la SACEM. Dans le Pas-de-Calais, il y avait, c'est la médiathèque départementale qui cible, mais elle va cibler par rapport à des critères qui sont, c'était à la base des bibliothèques de moins de 2500, dans des villes de moins de 5000 habitants, qui disposaient d'un fonds musique, avec une équipe motivée aussi. Et puis en fait, au fur et à mesure, là, le Pas-de-Calais, on est présent depuis 2018 et ça s'essouffle déjà un petit peu. Donc on a décidé avec eux de retravailler sur un EPCI en particulier tous les 3 ans. Et donc on fait un accompagnement pendant 3 ans en lien avec l'EPCI sur le territoire. Mais en gros, c'est toujours un peu ça, c'est qu'ils vont nous aider à aller cibler des médiathèques et à aider les médiathèques à mettre le pied à l'étrier une première année dans le but de pérenniser ensuite l'action avec elles, quoi. Après, elles peuvent gagner en autonomie. Exactement. Dans la programmation. Ça permet de... S'il y a un financement... C'est rassurant en fait. Voilà. C'est rassurant. Et puis l'année d'après, si ça a fonctionné, si le public a été content, c'est plus facile d'aller défendre le projet auprès des élus, par exemple. Il faut inviter les élus à la première et si ça se passe bien, c'est plus facile de le défendre l'année d'après pour réitérer, quoi. Et pour les printemps sonores, je crois qu'il y a quand même pas mal de partenaires. Tu veux prendre la clé ? Est-ce que c'est l'association C'est ça. L'association qui c'est ça. Il y a une convention qui est en cours, tripartite, entre
entre le département, la région et la DRAC, qui fait qu'on peut travailler. Cela dit, il y a moins de salariés sans l'association cible qu'il y en a chez Mouffe. Donc, Ouais. en fait, il y en a pas. Il y a juste une secrétaire qui travaille même pas à mi-temps en réalité. Donc c'est que des bénévoles, des bibliothèques, des anciens bibliothécaires. On a aussi quelques élus, des libraires, anciens libraires. Donc des gens qui de près ou de loin sont dans la culture ou dans le milieu du livre, qui participent donc au CA et puis et au bureau. Le problème, c'est qu'on a de plus en plus de difficultés au sein des comités à se réunir, parce que beaucoup maintenant de collectivités sont en agglo, et que les circuits de validation, d'autorisation, de sortie de tel ou tel agent, c'est on ne peut plus compliqué, voire tout de suite ils répondent par la négative. Donc il y a plein de bonnes volontés, mais malheureusement des fois qui freinés par des directives qui vont dans le sens du service public in situ, quoi. Donc on y arrive encore, mais jusqu'à quand, c'est vrai qu'on peut se poser la question. On a vraiment de plus en plus, y compris les quelques réunions que nous qui sont mises en place chaque année. Il n'y a jamais de réunion où l'ensemble des participants au comité est présent. C'est pas possible. C'est malheureusement pas possible, quoi. Bon, ça n'empêche pas, aujourd'hui, on peut quand même communiquer assez facilement. Donc ça n'empêche pas de faire vivre ce projet, mais ouais, on peut s'inquiéter, mais bon, après, plus largement, dans le métier, je vous l'apprends pas. On est censé être de plus en plus mobile, mais pas pour des actions de ce type, mais plutôt pour pallier au manque de personnel. Ouais. Et moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Cyril. Tu disais, toi, par rapport à Ampli, vous n'avez pas ce problème-là, vous, du coup, vous réunissez pas, proprement dit. Si, quand même. Ouais. Parfois en dehors, c'est du pur bénévolat, en dehors de nos heures de travail. C'est ça. Après, ça dépend beaucoup de la collectivité. Je sais que le Bibliothèque de Lyon souhaite vraiment que Ampli se pérennise, etc. Après, il y a un autre gros porteur sur le territoire qui est le pôle métropole. C'est-à-dire que pour les communes de la métropole de Lyon de moins de 12 000 habitants, il y a la métropole, la nouvelle structure administrative, qui a une convention. Donc c'est la Bibliothèque de Lyon qui porte aussi ce projet métropolitain. Et là, le pôle métropole finance un certain nombre de concerts dans les bibliothèques de territoires, de communes de moins de 12 000 habitants. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très structurant aussi, quand il y a une grosse structure assez forte, qui peut aussi impulser, etc. Et notamment, comme tu disais, avec une tutelle qui est d'accord. C'est ça, ouais. Et vous, avec l'association et les artistes avec lesquels vous travaillez, je passe un peu du coq à l'âne. Tu parlais tout à l'heure que ces structures-là avaient des collections déjà de disques, pas forcément. Mais pas forcément. D'accord. Non, c'était un critère à la base pour recevoir l'aide de la bibliothèque, de la médiathèque départementale du Pas-de-Calais, mais nous après, c'était un critère pour la médiathèque départementale, mais pas pour nous. Que les médiathèques aient une collection. Et un fond, ouais. Alors c'est marrant, ils sont pas plutôt dit, justement, il n'y a pas de collection, comment faire pour dynamiser la musique en médiathèque? C'est un petit peu la problématique des BDP. Je me permets peut-être de le connaître, je viens de BDP, donc on est à fond dans le sujet. D'accord. Et effectivement, on voit les collections déclinées, l'intérêt de l'emprunt. On a même des sections musique en BDP où vont fermer, c'est imminent dans certains départements avec qui j'étais en contact. Donc on a quand même, le bateau prend l'eau bien largement, depuis longtemps, mais là ça s'accélère en fait. Et effectivement, les pistes vont vraiment vers une sorte de démocratisation aussi. Quand je dis démocratisation, ça veut dire pas forcément un fonds, je vois chez nous, en Loire-et-Cher, on commence à se dire, on ne va pas brider l'offre éventuelle d'une action musicale parce qu'il n'y a pas les fonds musicaux. C'est au contraire, normalement, la démarche. Alors peut-être qu'initialement, il fallait qu'il y ait... parce qu'on a fait beaucoup de choses avec l'exigence d'un fonds audio. D'accord. Je pense que les départements commencent à revenir sur
Parce que bon, voilà, on sait très bien comment ça se passe. Hein, je ne sais pas, je ne parle pas pour toutes les BDP, mais c'est vraiment en train de peut-être basculer vers d'autres façons de voir l'accompagnement. Ouais, nous on a vraiment juste eu ça avec le département. C'était aussi pour cibler, il fallait avoir des critères qui justifient pourquoi telle médiathèque et pas une autre. Et du coup, ça faisait partie de ces critères-là. Mais après, on est très vite. Oui, ça permet de faire des fois, de remettre en valeur un fonds déjà existant. Et puis nous on va aussi dans des médiathèques de nous-mêmes. Les médiathèques nous invitent d'elles-mêmes, si elles n'ont pas de, même si elles n'ont pas de fonds de musique, pour nous c'est pas un souci du tout. Hein, mais je pense que dans les deux cas c'est intéressant. En tout cas, je pense que la musique a sa place en médiathèque. C'est devenu, il y a une mutation des équipements et elle a tout à fait sa place. Et peu importe pour moi je trouve peu importe la forme. Quoi. C'est vrai qu'à l'heure où on se pose la question, l'heure est déjà passée, longtemps qu'on se la pose, mais de comment faire vivre la musique en médiathèque, ça me paraît indispensable de prendre en compte aussi les structures qui n'en proposent pas, et au contraire, j'ai envie de dire, c'est bizarre. Et c'est aussi aller vers les publics du coup qui n'y ont pas accès, finalement. Nous c'est aussi ça notre rôle, c'est de rendre la chose accessible auprès de tous les publics. On en discutait ce midi, le fait il y a de plus en plus de médiathèques qui proposent du prêt d'instruments aussi. Enfin, d'ailleurs, il y a un atelier là-dessus en ce moment, mais pour moi, ça a autant d'importance. Il faut, sans devenir une école de musique, mais il y a une place à jouer là-dessus. C'est important. On se creuse la tête pour essayer de justifier notre présence. Oui, et puis après, c'est aussi des missions qui évoluent, c'est-à-dire que c'est vrai que lier le support avec le concert, c'est pas forcément très logique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est plus dans une logique de peut-être soutien à la pratique artistique sur un territoire, voire à la pratique amateur. Et je pense que l'organisation de concerts d'artistes locaux émergents, le prêt d'instruments rentre dans cette logique-là. Et ça peut être complètement indépendant d'un prêt de CD ou d'autres supports. Et nous, ça nous a par contre permis de proposer les CD. Alors, il y a de moins en moins d'artistes non plus qui sortent de CD, hein, c'est devenu aussi de plus en plus rare. Mais depuis 10 ans, avec la médiathèque départementale du Nord, on leur donne des CD d'artistes de la région et il y a une malle qui reprend tout et qui tourne dans les médiathèques. Vous constituez en fait. Pardon ? Vous constituez. Oui, on discute avec la médiathèque départementale, mais oui, souvent les artistes qu'on propose. Et au début, c'était que les artistes qu'on proposait, et puis au fur et à mesure, c'était aussi les artistes qui avaient déjà participé, mais qui ressortaient un second album. Ou voilà. Enfin, en gros, on s'occupait un petit peu de centraliser tout ça pour les remettre à la médiathèque départementale. Quoi. Je ne sais pas si vous faites le même constat dans vos bibliothèques, mais en tout cas, moi je trouve que le public il est très fragmenté. On a un public pour l'action culturelle, on a un public qui continue à emprunter des collections physiques, qui vient emprunter que des CD, un autre qui vient emprunter que des vinyles, un autre qui vient emprunter que des instruments. Moi, je pense qu'il faut arrêter de penser que parce qu'on va faire une conférence ou parce qu'on va faire un concert, les gens vont découvrir qu'on a des CD qui vont venir les emprunter. Chacun trouve son usage. Et ce qui est important, c'est qu'avant, on faisait que le CD parce que c'est une sorte de produit tête de gondole de la bibliothèque. Alors maintenant, on propose d'autres choses et puis on trouve un public sur chaque proposition malgré tout. C'est un peu comme l'idée qu'en faisant des animations en bibliothèque, même autres que musique, conte ou autre, ou accueil d'un écrivain, ça fait venir des gens qui ne sont pas. Mais en fait, ces gens-là, ils viennent chercher ça. Et je crois que la crise sanitaire aussi a révélé que les gens avaient besoin d'aller dans le milieu culturel, mais pas forcément pour prendre la source évidente, quoi, le livre à tout prix. Pas pour les collections. Ouais. Donc c'est vrai que c'est là qu'il y a une très grosse... Mais ça s'est accéléré, ce mouvement, parce qu'il y a encore 5 ans, c'est encore un peu plus orienté vers les collections. Maintenant, je pense que c'est difficile d'imposer, c'est-à-dire tout le temps la collection à tout prix dans un projet au sein de la bibliothèque. Et il y a ceux qui n'en prennent pas. C'est ça, ils sont libres de pas... je sais que nous, dans la structure dans laquelle je travaille, il y en a qui n'empruntent pas, mais qui se sentent bien dans l'établissement. Et c'est gratifiant, j'ai
j'ai envie de dire, ça se traduit pas en matière de chiffres, mais donc c'est plus difficile auprès des élus. Ouais, de c'est faire valoir. C'est un vrai lieu de vie. Ceux qui sont un peu plus, qui réfléchissent un peu plus, ils voient bien que ça apporte de la cohésion, du lien social, parfois en quartier prioritaire. Et ça a autant de pertinence que le prêt. Moi, quelqu'un qui vient se poser à la bibliothèque pendant une journée pour lire, pour écouter de la musique, bah, c'est très bien, c'est un usage tout à fait. C'est un lieu de vie, c'est un lieu de... C'est compliqué quand on a des élus qui raisonnent en termes comptables. Combien ça coûte par tête? C'est très compliqué, très compliqué. Alors, c'est ce que je disais à midi à Michael. Nous, à Lyon, par exemple, on fait chaque année, on fait 2 semaines, on comptabilise systématiquement les disques qui sont écoutés sur place. En mettant les genres musicaux, je disais, le rap, par exemple, sort peu chez nous. Par contre, c'est 70% des écoutes sur place. Donc, ça justifie qu'on continue à acheter. D'accord. Et après, il y a toute la difficulté de faire entendre que cet usage est aussi légitime, comment le quantifier et pas s'arrêter juste sur des chiffres de prêt qui sont en constante chute depuis 20 ans. On essaye d'avoir les élus sur les événements, mais ça n'arrive presque jamais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont aussi... c'est difficile de leur montrer quand eux ne veulent pas voir, mais il y a un vrai... Enfin, je comprends la difficulté de valoriser un équipement, des décisions d'achat ou même une programmation. Après ça, c'est le nerf de la guerre. En tout cas, sur une tutelle qui... c'est ça. Ouais. Parce que tu peux les inviter en disant c'est pas ton rôle de faire des concerts dans une bibliothèque, c'est pas cette histoire. Donc, alors on peut essayer de faire plein de choses, c'est un préalable malgré tout qu'on ait une tutelle qui soit pas complètement fermée. Mais ça, c'est... Nous, sur les lives entre les livres, on aimerait être plus aidés pour pouvoir faire plus. Et c'est vraiment partout comme ça, parce que du coup, on nous dit on ne vous demande pas d'en faire autant. Et nous, on a de la demande. Enfin, on ne va pas chercher les médiathèques, c'est les médiathèques qui viennent vers nous. Donc, à partir de quel moment on va devoir dire non, et pourquoi, et à qui, et sous quel critère, c'est pas... Mais ouais, c'est... Et toi, par exemple, justement, sur le Val d'Oise, est-ce qu'il y a des structures qui ne peuvent pas participer, tout simplement parce que... Oui, il y en a. Il y en a qui auraient des difficultés à recevoir un artiste, un groupe, aussi petit soit-il, mais qui n'ont même pas l'espace pour que le public les écoute. Donc là, effectivement, c'est plus compliqué, je ne peux pas faire grand-chose dans ces cas-là, mais... ils sont rares, heureusement. Après, le département, il est très... il y a tout ce qu'on appelle le Vexin. Vous connaissez, non donc le Vexin, c'est toute la partie ouest du département. Alors, il y a une bibliothèque sur un territoire qui est grand comme ça, puis tout le reste est concentré sur le reste du département. Et encore, dans cette bibliothèque, il doit y avoir une responsable qui est une professionnelle, et le reste, c'est que des bénévoles, au mieux, quand il y en a. Donc c'est un département un peu disparate. Mais il y a aussi de beaux équipements, il y en a même des très beaux là, qui sortent de terre, là, qui font envie. Mais c'est une nouvelle génération, il y a à Garges-les-Gonesse, il y a ce qu'on appelle le cube là, qui vient de sortir de terre il y a peu de temps. C'est très Fab Lab, c'est très avec les orientations du moment. Je crois que c'est pareil, on est sur un tiers-lieu, donc il y a du payant, il y a du resto, c'est un peu ce qu'on comme les franciscaines de Deauville ou autres, un peu plus petits quand même. Mais voilà, donc il y a des structures, telles que nous on les connaît plus, des médiathèques qui font pas forcément dans le numérique et autres, mais qui offrent pourtant des postes informatiques, mais sans rentrer dans la dimension Fab Lab, dans la dimension Artothèque, dans la dimension comme beaucoup, comme les nouveaux peuvent faire, et qui oublient souvent d'ailleurs le support disque pour beaucoup qui aujourd'hui sortent de terrain. Ça ouvre sans support physique. Certaines médiathèques. Bon, après c'est un choix, c'est leur choix. Bon, en tout cas, il y a plein de façons de faire vivre la musique en médiathèque. Les concerts en font partie, mais il y a encore plein d'autres, il y a encore plein de choses. Il y a des choses qu'on peut faire hors les murs aussi. Après qu'on a aussi des équipes dynamiques, je pense que ça
ça change aussi la donne, au même titre qu'on a des fois des élus qui, pour le coup, sont vraiment à l'écoute. Moi, j'ai cette chance, donc ça va. Un élu qui est également qui est souvent très présent. Au même titre, on peut avoir quelqu'un qui est complètement fermé, qui ferme la porte à tout, quoi. Et donc, au sein des équipes, c'est pareil, hein, on a des forces vives qui peuvent dynamiser sans avoir pour autant trop de budget de prestations extérieures. La programmation et faire qu'elle vive et qu'elle soit d'une grande richesse, bon, ça fait partie des aléas. En tout cas, nous, pour en revenir au festival, on a de plus en plus quand même de difficultés, y compris les collègues, je parlais tout à l'heure de cette journée d'études qu'on organise systématiquement et qui coûte quand même un petit peu pour l'association, et bien des fois on arrive à ne pas avoir beaucoup de public. C'est organisé souvent le jeudi, et même les collègues, même pour ça, ils ont des difficultés à se rendre. Ouais. Donc on se pose la question sur l'avenir ou non de. C'est vrai que. Donc c'est vraiment compliqué. Par rapport au Printemps Sonore, vous aidez les médiathèques à choisir les artistes qui viennent chez elles? Alors moi j'aide personne, on n'aide personne. Enfin, on s'entraide. Non mais chacun fait sa propre programmation en toute liberté, quoi. Mais ça veut dire que dans chaque médiathèque, alors, il y a quelqu'un qui doit connaître les chemins vers les agents d'artistes. Oui, après c'est les réunions qu'on fait ensemble, on parle. Je veux dire, c'est des échanges. Je parlerai pas forcément d'entraide, plutôt de l'échange, quoi. Après, on peut aussi mutualiser pour un même artiste qui joue à plusieurs endroits. C'est arrivé, il y en a quelques-uns qui permettent des fois de réduire un petit peu le coût, mais ça, je vais pas vous dire que c'est ça qui change vraiment la donne, non. Ouais, parce qu'en plus, la relation à l'artiste, nous, en tant que bibliothécaire, en fait, des fois on se dit ça va être compliqué, etc. C'est très simple. Hein. À la rigueur, t'envoies un mail, puis s'il n'y a pas de retour, il n'y a pas de retour. Non, mais oui, c'est comme tout, hein, c'est comme tout type de programmation, là, c'est de la musique. Moi, je fais le mail pour qu'ils disent ok, je viens, quoi. C'est ça. Et puis il y en a d'autres qui répondront la même, mais c'est pas. On est aussi légitime à contacter des artistes qu'un programmateur de salle ou de festival. C'est ça. Et puis encore une fois, on peut s'allier à une structure, par contre, pour demander, et d'ailleurs il y a un site, mais j'ai oublié son nom, où vous tapez le nom de l'artiste et ça vous dit exactement chez qui il est, et du coup il vous donne l'adresse mail à contacter. Mais il y a des salles de concert, il y a des pôles régionales aussi, musique actuelle, on en a un qui s'appelle Haute Fidélité dans les Hauts-de-France, mais je sais qu'il y en a en Normandie, il y a le RIF dans la région parisienne. C'est des clés, c'est des outils qui peuvent être utilisés et qui sont là pour ça aussi, pour vous aider, accompagner et diriger, en tout cas pour répondre un peu aux questions, ou s'ils ne le peuvent pas, de mettre en réseau avec d'autres professionnels qui auront la réponse, quoi. Au sein du département, c'est une association qui s'appelle le Combo 95, qui recense, alors ils sont très implantés, hein, ça fait des années que ça existe depuis 20 ans, et ils sont très implantés sur le département, et on peut retrouver tous les groupes locaux de qualité, hein. Alors pareil, il y a une sélection qui est faite aussi, alors pas via un festival ou autre, hein, c'est vraiment une sélection qui est faite parce qu'on envoie sa démo au Combo 95. Et ils accompagnent 3, 4 ou 5 groupes à l'année, notamment auprès des salles du département. On est plutôt bien pourvus dans le département. Donc ils connaissent bien les salles également, le Combo 95, donc il y a des entrées qui se font plus naturellement. Et donc c'est pareil, ils sont ressources en matière, hein. Si on cherche un groupe, un duo, un trio, quelqu'un seul, qu'on a un petit budget et autres, tout de suite ils sauront vous orienter. Et là je parle vraiment de concerts. Après pour des conférences ou autres, c'est comme toute programmation, celui qui fait un peu de programmation dans son établissement, quoi. Il suffit de contacter les gens, quoi. Ouais, puis c'est la même chose pour les cachets, parfois c'est des choses qui nous semblent inaccessibles, et puis d'autres fois, ça rentre. C'est ça. Ouais, quand c'est des associations, que c'est forfaitaire, c'est mieux. Oui, c'est sûr. C'est mieux que les guisos, mais bon, ça fait peur à la finance, les guisos. Normalement, il faut s'assurer que quand on paye un groupe sur facture, normalement, vous êtes dans l'obligation de vérifier que derrière, ils se sont bien rémunérés en tant qu'artistes. Mais bon, c'est bien. Qui va vérifier, mais effectivement, c'est plus simple d'avoir une facture de prestataire. Ça, c'est... Oui. Ouais.
Quand ils envoient bien leur on fait facture. pas, mais on fait sur facture, on fait du buzo, Ouais. on fait Oui. Oui, sinon c'est Quand vrai ils que- envoient bien leur facture via Chorus Pro. Oui, oui, c'est vrai que ça met une barrière supplémentaire pour les structures C'est maintenant. nous, Ouais. c'est mort. Nous, on est habitués, mais... C'est les artistes qui ont du mal avec Chorus Pro. Ouais. À chaque fois, c'est une horreur. Ils Ah appellent bah, systématiquement en disant j'arrive pas, je sais Ah ouais. pas. Ouais, mais tout le monde, hein. C'est Je crois que- C'est pas très ergonomique. Aux collectivités, Mm. donc, même pour n'importe quel petit disquaire ou chose comme ça. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques? On est hyper dans les temps. Hein. Oui, il y a le temps encore. Mais votre programmation, j'imagine que vous la faites très longtemps à l'avance pour Oui. pouvoir faire un document commun. Alors, ça dépend qui, en fait. Inviter des artistes. En fait, alors c'est une très bonne question. En fait, chacun doit rendre sa copie parce que alors, administrativement, c'est quand même rien que pour ça. Hein. Oui. Parce que je vous parle pas du Festival du Conte, qui est encore pire. Mais donc qui est organisé par le Comité Conte. Pour ce qui est, en ce qui concerne ce festival-là, les collègues participants sont tenus de rendre leur copie en octobre. Alors avec une date butoir qui souvent est dépassée, voilà, c'est comme ça. C'est le jeu. Mais on s'y attend. On sait. On a des deadlines plus tôt, du coup. Donc novembre, moi c'est moi qui communique directement avec le graphiste, donc je dois tout lui remettre en haute définition. Souvent on voit des photos, c'est trop petit, faut que je rappelle, je dis, non, c'est pas bon. Ah ouais, c'est ça qu'on m'a donné. Bah, je lui dis bah rappelle parce que c'est pas bon. Et autres. Donc c'est des échanges perpétuels, quoi. Mais donc c'est beaucoup d'énergie, hein, beaucoup de. Faut avoir la foi. Mais bon, après on est content, c'est vrai quand ça sort et qu'on arrive à fédérer. On aurait pu le faire distinctement, mais ça n'aurait pas eu le même effet, quoi. Voilà, c'est ça. Mais j'ai oublié la question du coup, où j'ai répondu à la moitié. Combien de temps à l'avance, effectivement? Oui, alors c'est ça. Donc on est en général donc octobre. J'envoie le texte et photos au complet courant novembre. C'est fait pendant la Noël. Il y a aussi des échanges de dernière minute. Livraison de février et on commence à communiquer un mois et demi avant le lancement qui normalement a lieu à la mi-mars, quoi, vers le 20 mars, hein, au printemps. Là on a démarré un peu plus tôt cette année, donc elle était encore à 15 jours à l'avance. Oui, bah, et puis tout le monde, comme on le disait tout à l'heure, a des contraintes. Des fois, c'est pas forcément une priorité, donc bah, il manque des informations, donc je peux pas communiquer avec le graphiste parce qu'il manque ces informations-là, parce qu'il préfère, c'est normal, que je lui communique l'ensemble du contenu des textes et des photos, je lui envoie pas au fur et à mesure, quoi. Et puis il faut bien choisir la période de son événement collectif. Parce que rempli, c'est mi-septembre, mi-octobre, c'est vraiment. Ouais. Là, on est pas mal. Ouais, boucler la com l'été. Ah non, alors ça c'est le Festival du Conte qui boucle l'été, parce qu'il commence en octobre. Et justement, il se pose la question à décaler plutôt à novembre, début décembre, parce qu'autrement ça boucle l'été au mois d'août. Il n'y a plus personne, celui qui est là, le pauvre, celui qui prend tout. Et ouais, non, c'est pas. Ouais. Donc ouais, et puis là on sait déjà sur quel thème on va travailler, et puis déjà même celui à venir, il y a déjà des... ouais. J'imagine bien que les pistes et les contacts sont déjà... Oui, et puis il faut commencer à voir qui on va contacter pour le concert d'ouverture, pour cette journée d'études, avec quelle salle on pourrait travailler pour l'ouverture du festival. Elle change tout, elle change. Tout ça, c'est un travail, c'est beaucoup de travail. Et puis aller aussi à la rencontre des collègues qui sont adhérents à l'association Cible 95 et qui pour autant ne participent pas au Printemps sonore. Donc les formations et autres, des fois c'est l'occasion d'échanger et de dire bah alors cette année on compte sur vous. Tout ça aussi c'est pareil. Et du coup, est-ce qu'il y a des bibliothèques qui le font par exemple une année, puis par la suivante? Ça arrive, ouais. Là on a eu la bibliothèque de Bessancourt, de Beauchamp, de Pontoise, qui n'étaient pas là l'année dernière. Ils n'étaient pas là l'année dernière. Et pourtant ils sont adhérents à Cible 95. Ils sont adhérents parce que Cible fait aussi
il y a tout un catalogue de formations qui est proposé, donc là purement bibliothéconomique. Et puis il y a les scènes ouvertes organisées par le festival, par le comité conte. Donc une scène ouverte, il y a toute une journée qui est consacrée donc à des conteurs qui interviennent sur des formats courts qui sont sélectionnés par les collègues spécialistes du conte. Et donc il y en a une dizaine dans la journée qui se succèdent. Et c'est là où tout le monde vient faire un petit peu son marché pour sa programmation conte de l'année, quoi. Et il y a une journée qui est consacrée aux toute petite enfance et les autres plutôt adultes. Donc il y a des villes qui adhèrent à Cible 95 et qui participent à ce type d'événement, c'est vrai qui est plutôt intéressant de voir en live ces artistes, souvent très bons, hein, puisque présélectionnés déjà, mais qui ne participent pas à d'autres événements. Donc c'est l'occasion de Le format de l'association, il est assez étonnant parce que ce que tu expliques, c'est qu'il y a prenez en charge parfois des missions qui relèveraient plus d'une bibliothèque ou d'une médiathèque départementale. Alors, à l'origine, il y avait un lien étroit entre la bibliothèque départementale et Cible 95, ouais. Bon, après, Cible est né en 87, donc forcément, il y a eu des évolutions. Mais bon, le département est encore présent, hein, donc au travers de la communication qui est faite pour la journée d'études, qui, je le redis, figure au programme des formations de la bibliothèque départementale, et puis une participation financière qui est également non négligeable et qui permet donc à l'association d'assurer son quotidien et puis de payer en gros les journées d'études et autres événements, quoi. Voilà, c'est beaucoup de travail et beaucoup de bonne volonté, mais c'est vrai que même en dehors, je te rejoins quand tu disais que vous vous réunissiez en dehors du travail. C'est vrai que ça nous est arrivé de passer des fois des dimanches parce qu'il fallait que lundi matin ça parte sous presse et que voilà, il n'y a pas le choix. Moi j'ai peut-être une question pour Dynamo, Marie-Lucille. Les lectures musicales, c'est quelque chose que ça occupe quelle proportion de programmation Alors là, c'était pas nous, c'était nous qui les proposions, mais c'est le collectif Errance qui est basé à Lille aussi, qui organisait ça avec une conteuse et une artiste. Alors ça s'appelait Les Lueurs, c'était sur le thème du deuil. Ça n'a pas été choisi par des médiathèques, mais on l'a proposé. Je pense que le thème en sortie de Covid était un peu ambitieux. Mais par contre, du coup, ce côté pluridisciplinaire a amené en médiathèque, il nous a beaucoup plu depuis quelques années. Donc au début, on a commencé à proposer des choses existantes en s'alliant encore une fois à d'autres structures. Mais l'année dernière, on a créé notre premier concert où alors ça s'appelle Kawataro, il y a un disque qui est sorti, c'est écoutable sur les plateformes. Et c'était pour fêter les 10 ans du festival, on a mené donc une création avec 6 médiathèques de la région, 2 dans le Nord, 2 dans le Pas-de-Calais, 2 dans la Somme, qui étaient les 3 territoires où nous étions présents à cette époque-là. Et on leur a demandé de nous communiquer des extraits littéraires qui leur tenaient à cœur. Et nous, ça a été retravaillé et repris par des musiciens. Donc on a une chanson qui a été d'ailleurs inspirée par la médiathèque de Dunkerque qui s'appelle Les Poissons Volants, je crois. On a une chanson sur Jules Verne qui a été proposée par la médiathèque d'Amiens, etc., etc. Et donc là, on était sur un projet, on va dire, une création participative qu'on a pu diffuser du coup pour les 10 ans du festival. Là, on est en train d'essayer de monter un projet de concert dessiné qui pourrait aussi être proposé. Et en fait, l'œil entre les livres, chez Dynamo, on a d'autres activités que l'œil entre les livres et les Inuits du Printemps de Bourges. Mais c'est un peu le gros morceau quand même de l'association. Et du coup, tous les projets maintenant qu'on imagine, on se les imagine pouvant tourner de manière autonome dans les médiathèques. Et donc là, on est en train de monter le projet avec un groupe de Lille et une autre structure qui s'appelle les Pignatas, qui sont une association de micro-édition basée à Lille aussi, et qui vont s'occuper de tout le côté illustration, etc. Et donc
le but, ce sera de pouvoir projeter les dessins faits en live pendant le concert de l'artiste. Voilà, après, c'est vraiment... ces choses-là, c'est les médiathèques, il n'y a pas vraiment on ne travaille pas plus le concert classique que les choses pluridisciplinaires, on va plus se lancer dans des créations maintenant parce que ça nous fait, c'est aussi très riche en rencontres, parce qu'on va aller se confronter à des domaines qu'on ne connaît pas forcément, à des équipes qu'on ne connaît pas forcément. L'illustration, c'est complètement nouveau et de porter un projet là-dessus, c'est enrichissant. Mais c'est aussi important de pouvoir continuer à proposer du concert classique. Donc on continue de faire les deux, mais voilà, c'est toujours aussi faute de moyens humains et financiers. On aimerait faire toujours plus, mais peut-être un jour on sera 3 permanentes. Si vous vous étendez. Oui, là, je pense que la prochaine étape, ce serait l'Oise, en toute logique, pour qu'on soit enfin sur les 5 départements, mais on est basé à Lille, notre parc technique est à Lille, et du coup, c'est d'autres coûts, et pour nous, et pour les médiathèques, parce que forcément, faire venir un groupe de Lille, voilà, dans l'Oise, c'est plus cher. C'est aussi des intervenants qui vont nous adresser des factures plus élevées aussi, parce que eux, ça va leur prendre une demi-journée, voire une journée à bloquer, alors que s'ils interviennent à côté de chez eux, voilà, c'est qu'une demi-heure. Donc faut qu'on réfléchisse à comment le faire intelligemment pour que tout le monde s'y retrouve. Mais l'Oise, oui. c'était quoi sa région dans le sens, je suis un peu nul. Alors l'Oise, c'est le département qui appartient en Hauts-de-France. C'est le côté du Val d'Oise. Ouais, c'est ça. Et en dessous, le Val d'Oise, du coup, là c'est le côté... En fait, ça appartenait à la Picardie ou... Ah, c'est Picardie. D'accord. Et il y a d'autres structures, tu disais en Picardie, ils font pas les mêmes types de... Ils ne font pas le festival. D'accord. Ils font dehors les murs parce que, notamment la Lune des Pirates, c'est une SMAC, donc c'est une salle conventionnée musique actuelle. Donc elle a dans ses missions de sortir justement de la salle, etc. Mais ils ne font pas à proprement parler de live entre les livres, voilà, c'est ça. Okay. Pas en toute autonomie comme ça. Mais il faudrait presque qu'on trouve une structure, une association à qui on pourrait déléguer ça. Relais sur le territoire un peu. Ouais. On y pense. Il y a une association à Compiègne. Voilà, faut... Mais c'est aussi beaucoup de risques pour nous, qui sommes encore une fois une association, même si on est aidé par les départements, par des subventions, mais c'est pas une grosse part de notre... Et du coup, vous, en tant qu'association, vous retirez des revenus de cette activité ou ça aide justement plutôt pour des demandes de subventions? Ça va nous aider pour les demandes de subventions, mais le but c'est qu'on ne soit pas déficitaire, mais on ne cherche pas du tout à gagner de l'argent dessus. On a une autre activité chez Dynamo, on fait bureau de prod pour des groupes en émergence toujours. Donc en fait, on va les aider entre le groupe qui est amateur et le groupe qui a trouvé un entourage, un label, un tourneur et qui va du coup pouvoir leur générer des revenus. Et il y a tout un endroit où ils sont tout seuls et ils savent pas comment se salarier et du coup devenir intermittents. Ils savent pas comment se vendre, comment contractualiser. Et nous, on prend le relais là-dessus. Donc c'est une activité presque de producteur. Où on va vendre les spectacles aux salles, on va s'occuper de leurs contrats, on va s'occuper d'embaucher les musiciens. Et donc ça génère par contre un peu de fonds propres qu'on peut réinjecter dans nos projets. Mais de toute façon, Dynamo, c'est une association, donc on n'a pas pour vocation... si on a de l'argent, c'est bien parce qu'on pourrait embaucher, mais le but, c'est pas de tout garder pour nous, quoi. On aimerait bien embaucher une 3e personne. Il n'y a pas la DRA qui est partie, mais on aurait dû l'avoir là. Mais non, on essaye d'être à l'équilibre. Et c'est déjà pas évident de ne pas être déficitaire sur ce genre d'action parce que la communication coûte cher. Tu dois le savoir. Les frais de déplacement aussi sont une grosse dépense sur les lives entre les livres, forcément. Et, alors qu'on est qu'en circuit court finalement. Mais c'est aussi un gros poste de dépense. Et si on fait l'appel à vous hors département avec un S?
Alors on a la Normandie qui nous fait un peu de l'œil, on a la Marne qui nous fait un peu de l'œil. Mais une structure, une médiathèque comme ça qui vous appelle, j'ai entendu parler de ça. Bah, on ne pourrait pas faire le principe de live entre livres parce que... Mais on pourrait faire... on ferait de la prestation. Ce serait de la prestation et du coup ce serait quelque chose qui serait pas... on ne rentrerait pas dans l'activité qui est aidée par les départements, donc forcément on calculerait tous les frais au réel. Mais on pourrait très bien le faire. C'est juste que ce serait peut-être pas les mêmes tarifs forcément, il n'y aurait pas la com qui va avec parce que du coup on serait en dehors du festival, mais on pourrait le faire sans problème. La prod on sait le faire, il n'y a pas de souci, on connaît nos artistes, on sait comment ils travaillent, on sait qu'on peut les laisser, soit nous on est présents aussi, soit ils peuvent partir en autonomie avec un technicien, ça se passera très bien. Et du coup il n'y a aucun souci. Et même sur du conseil, on le fait aussi. Du conseil à la programmation, de la mise en relation. On a ce rôle-là avec les artistes, on a aussi des salles de la région, parce qu'on a cette visibilité sur les artistes du moment, en tout cas qui existent sur chaque année. On a aussi des salles, voire des SMAC qui nous appellent pour demander conseil pour la programmation de leur première partie. Ouais. Donc là-dessus, oui, on peut aider et ça ne se quantifie pas et c'est pas payant. Après, si on veut organiser un concert ensemble, bien sûr, on est plus sur de la prestation, quoi. Mais moi, c'est un rêve d'aller à travers la France et puis d'aller faire des lives entre livres partout. Il y a plein de beaux coins et plein de belles médiathèques. C'est bien, c'est tout. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. J'espère que ça vous a inspiré.